Bonjour du coup. Je suis là pour vous présenter, enfin introduire cette séance sur Webex avec Eric. Eric, si tu veux me parler pour être dans la télé. Ça y est. Tous. Donc on a proposé un petit atelier. Donc le X-Motion Lab, hein, avant de présenter un peu ça, le X-Motion Lab, c'est un tiers-lieu en Occitanie qui est dédié aux nouvelles images et aux nouveaux médias. Donc en fait, on fait souvent des ateliers en présentiel. Là, depuis un moment, ben, c'est plus trop possible, donc on les fait à distance. Et donc on a, la semaine dernière, on avait proposé quelque chose sur Twitch, YouTube et Facebook Live. Et là, cette semaine, c'est le podcasting. Pourquoi et comment se lancer? Donc, on a invité pour ce faire des experts en la matière, du moins des gens qui ont un certain nombre d'années d'expérience dans le podcasting. Donc, j'ai cité Régis et Fabien, hein, comme on les appelle, de Nipédu, hein, qui est un podcast en éducation. Ariane Dumont, qui également fait un podcast éducation, mais plutôt dans le supérieur, qui s'appelle Pédagoscope. Et Anne-Charlotte Monneret, donc, qui est DG de EdTech France, qui, pour EdTech France, anime ou présente un podcast sur les EdTech, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Donc, en préalable, donc, on a préparé avec Jonas un petit document type slide pour rappeler un peu les origines du podcast et à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si tu as mis le présentation. Voilà, voilà, voilà. Donc, deuxième page. Donc, le podcast aux origines, comme vous le savez, pour les intervenants, ça vient du fameux iPod qu'avait sorti Apple, hein, et était notamment dans la balado-diffusion, hein. Nos amis québécois parlent plutôt de balado-diffusion. Donc, en France, qu'on aime bien les anglicismes, eh bien, on présente ça comme du podcasting, hein, comme le streaming, hein, ou le broadcasting. Donc là, on va parler de podcast, en gros, sous un petit fichier MP3 que l'on peut lire via des flux RSS et qui sont disponibles sur soit son ordinateur, soit effectivement son iPod ou aujourd'hui maintenant son smartphone. Que ce soit un iPhone d'ailleurs, que ce soit un autre type de OS. À l'époque, quand le terme est sorti en 2005, il y avait peu de podcasts hein, disponibles. Aujourd'hui, on en compte plus de 2 millions et on ne compte pas aussi le nombre de plateformes d'hébergement et de diffusion de tous ces podcasts. Deux types de podcasts en gros, soit on va dire les natifs hein, ou les pure players, des gens qui ne font que du podcast et qui, ce qui est d'ailleurs le cas de nos intervenants, ou alors des replays d'émissions de radio, parce qu'effectivement, c'est assez simple à partir du moment où on a une radio d'avoir des enregistrements, puisque les radios sont numériques aujourd'hui, avoir des enregistrements de toutes ces émissions et puis de les rendre disponibles en replay, comme ça se fait aujourd'hui, hein, comme la vidéo à la demande. Il y a d'autres typologies par rapport aux podcasts, c'est les podcasts indépendants ou les réseaux de podcasts, hein, donc on ne va pas rentrer dans le détail. L'objectif, c'est plutôt de travailler sur la politique de contenu. Alors, comment ça fonctionne le podcast? Un petit schéma rapide hein, qu'on a trouvé sur Wikipédia, eh ben, il suffit d'un podcasteur hein, ou un balado-diffuseur pour nos amis québécois, comme je disais, qui enregistre un podcast, crée un fichier MP3, envoie ça sur un serveur, hein, qui soit un serveur, ça peut être un WordPress comme ça peut être un serveur de podcast, et puis son podcast est disponible soit en téléchargement MP3, soit en streaming. Voilà. Et donc, il peut, comme je disais, simplement écouter ces émissions. Alors, contrairement à, on parlait un petit peu au préalable de streaming, hein, contrairement à la vidéo en live, hein, où on avait présenté trois grosses plateformes qui sont leaders dans le monde de tout ce qui est streaming, et ben, dans le podcasting, on n'a pas trouvé de plateformes d'hébergement leaders. Alors effectivement, il y a des gros hein, qui sont assez connus, mais on est sur un secteur qui est très éclaté, où il y a plein d'hébergeurs plus ou moins spécialisés selon des thématiques. Donc on n'est pas rentré dans le nom, mais on verra avec nos intervenants quelles sont les plateformes qu'ils utilisent et qu'est-ce qu'ils conseilleraient au démarrage. Alors si vous voulez commencer à podcaster, tout simplement, on peut le faire avec son iPhone hein, ou son smartphone
qui, la plupart du temps, est doté d'un petit micro interne et puis qui, est doté d'un enregistreur. Donc vous exportez tout ça, puis vous envoyez ça sur une plateforme. Bon, bien entendu, on peut se faire plaisir et aller, faire ça sur un ordinateur, avoir un micro externe USB ou XLR, un casque d'écoute, un mélangeur, un mixeur si on veut avoir plusieurs micros, pour pouvoir interviewer des gens, à 2, 3, 4, hein, avoir un véritable studio d'enregistrement. On peut avoir ça sur un petit logiciel d'édition, soit GarageBand, soit Audacity, hein, Audacity, pardon, qui est open source et qui est gratuit. Et puis, pour les gens en distanciel, un abonnement à Zoom, Teams, WebEx, comme on a aujourd'hui, ou d'autres choses plus particulières qui permettent en fait de tenir des entretiens à distance. Et bien entendu, il faut choisir une plateforme d'hébergement de vos podcasts ou effectivement avoir votre propre hébergement. Nous, on fait ça sur WordPress. Donc un logiciel d'édition permet en fait de renforcer un peu la qualité sonore de ces enregistrements, de pouvoir, rajouter des virgules sonores, de faire un petit montage, hein, à l'instar de ce qui peut se faire sur un montage vidéo et puis vous voilà, producteur de podcast professionnel. Alors si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez aller faire vos courses et puis on voit tout de suite que ça reste encore abordable, mais si on veut se faire plaisir, on peut arriver sur un bon petit paquet d'1 millier d'euros pour avoir vraiment un bon petit studio qui peut être utile d'ailleurs en éducation, comme pour faire une web radio, mais donc on peut faire du podcast avec tous ces genres de matériel. Bon, bien entendu, l'objet principal, c'est pas le matériel, hein. On sait très bien que ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie de contenu, c'est d'avoir une idée, d'avoir quelque chose à dire. Sinon, ça va être un peu plus compliqué, hein. Effectivement, on peut parler pendant quelques secondes, mais après, si on veut vraiment proposer des émissions, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, il faut trouver un style, un genre, une niche sur un sujet particulier, ou déjà être sur du contenu écrit comme nous, on l'a fait à Lidomag, et se dire, tiens, on va transformer des éléments de vidéo en podcast, et puis être régulier dans ses publications, hein, on le sait on le sait tous, ou du moins quand on est un éditeur de contenu, à partir du moment où on va avoir un auditorat, il faut régulièrement poster des choses, publier des choses, et pour le podcasting, c'est la même chose. Des questions sur la monétisation, c'est comme sur YouTube, hein, avant d'être riche et grâce au podcast, il faut, je pense, se lever très tôt, mais c'est pas forcément l'intérêt des podcasteurs, hein, c'est souvent des passionnés d'un sujet qui permettent en fait de régaler plein de personnes. Voilà. Ce qu'on a retenu, nous, sur le podcast, c'est que la barrière à l'entrée est assez faible, hein, contrairement peut-être à la vidéo où il faut avoir tout de suite comme du matériel qui vaut assez cher et techniquement, faire du montage de qualité exige quand même du temps, hein, et de la formation. Là, pour le podcasting, on peut démarrer très très facilement. Voilà. Alors, en ma compagnie, donc on va revenir un petit peu sur la présentation des intervenants, Jonas. Donc on a Régis Forgione et Fabien Aubard de Nipédu, comme je disais, Anne-Charlotte de EdTech France et Ariane Dumont pour Pédagoscope. Donc nous, on parlera un petit peu de notre expérience Udomax si ça vous intéresse. Donc je vais donner quand même la parole en premier lieu à une dame, on va dire, qui va commencer. Anne-Charlotte? Pourquoi pas? Très bien, Eric. Allez, on revient à l'écran. Alors, donc, les questions, hein, de base, hein, qu'on se pose, c'est déjà présenter un petit peu le contexte, le contexte du podcast, hein. Qu'est-ce que c'est Tech France et pourquoi vous avez décidé de faire du podcasting, historique de ces podcasts, et objectifs et auditorat qui vous écoute, et comment vous réalisez tout ça. Ouais, très, très intéressant en plus parce que c'est vrai qu'il y avait une vraie stratégie sur le lancement de ce podcast. Donc, EdTech France, c'est une association qui regroupe des entreprises EdTech, donc des entreprises qui mettent le numérique au service de l'apprentissage dans toute la France. C'est une association loi 1901 qui a été créée il y a 3 ans par 2, 3, 4 entrepreneurs qui ont décidé de s'unir pour justement favoriser l'essor de cette filière EdTech en France, mais ce n'était pas très connu. C'est une association qui a été soutenue par la Banque des Territoires dès le début,
qu'il y avait un magnifique manifeste signé par tous les entrepreneurs, mais il y avait un vrai enjeu de se faire connaître et surtout de créer de la légitimité autour du réseau de ces EdTech qui n'étaient donc que des startups, une légitimité auprès des pouvoirs publics et auprès aussi des enseignants. Donc la stratégie initiale, c'est ça, c'est acquérir un auditorat et mettre de la visibilité sur le projet. Donc on a attendu un petit peu pour le lancer parce que l'association a été créée en mai 2018 et le podcast a été lancé en juillet 2019. Et la ligne éditoriale a été au début de ne pas faire parler des entreprises EdTech, mais de faire parler des personnes du milieu de l'éducation des entreprises EdTech, donc d'avoir un regard extérieur avec une ligne d'invités assez prestigieux dès le début. Marie-Caroline Messire, donc, qui dirige maintenant Canopé, Nicolas Turca, qui dirige le pôle éducation de la Banque des Territoires. Et donc, le but était d'avoir vraiment une liste d'invités qui faisaient partie d'un écosystème pour nous insérer justement dans l'écosystème. Et dès le début, on a eu la grande chance d'être accompagné par une agence de création digitale qui s'appelle Matoons, qui nous a pris en charge la partie technique, la partie réalisation. Et ça permet aujourd'hui d'avoir une quarantaine d'épisodes, un peu plus de 50 000 écoutes sur les plateformes Apple, Spotify et Ocha. Et surtout, important, moi j'ai repris le podcast depuis décembre parce qu'avant c'était mon prédécesseur Rémi Chal qui faisait ça très très bien. Et maintenant qu'on est à distance, en fait, je n'ai plus accès au matériel du studio de podcast de Maxime Maton. Donc, c'est vrai qu'on est passé en distanciel. Et du coup, j'ai découvert tout un tas de choses intéressantes, comme notamment le logiciel Zencaster, qui permet d'avoir 2 pistes audio différentes depuis un ordinateur. C'est très pratique. Et l'achat d'un bon micro aussi, donc il y a plein de choses. Eric en parlait. Moi, j'ai un micro-casque Logitech qui coûte 60 euros. Donc voilà, donc on s'adapte à la fois avec une agence spéciale, mais aussi moi, avec Zencaster, un micro. Et maintenant, on a un auditoire très fidèle parce que on mixe entrepreneurs privés, experts de l'éducation, collectivité, tout ça dans un format qui dure entre 40 et 1 heure. C'est assez long, c'est un podcast assez sectoriel, assez imposant, il vaut mieux l'écouter parfois en 2 fois. Mais le but, c'est qu'il y ait du contenu et que ça apprenne vraiment des choses à la personne qui l'écoute. Voilà. Merci Anne-Charlotte pour la présentation. On va passer à Nipédu qui, je crois, est le premier podcasting que je connaisse, du moins en éducation. Régis, est-ce que tu peux nous faire un petit... ou oh non, je ne vois pas Régis, il n'est pas là. Fabien, non, vas-y. Non, mais je suis curieux de savoir s'il est là parce que tu sais, il a cette fâcheuse tendance de se Si, taire il est là, Regarde, il est Régis. là, Ah, il se Il est là, plante, mais il se plante. il s'installe tranquillement. Ah, J'étais en ok, pause, donc je laisse la d'accord. parole à Fabien. Ok, allez, vas-y. Fabien, rappelle-nous un petit peu l'historique de Nipédu et le pourquoi, le comment de tout ça. D'ailleurs, d'abord, je voudrais te rappeler que Régis ne changera jamais. En tout cas, je désespère qu'il change un jour. Écoute, Nipédu. Alors, Nipédu, c'est une idée de Régis. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il prenne la parole, mais on avait commencé à. Donc on était tous les deux instits à l'époque et on avait commencé à croiser nos effluves pédagogiques sur d'autres projets. Et un beau jour d'automne 2013, Régis me dit, écoute, ça fait pas mal de temps que j'ai une idée en tête. Il me semble que j'ai pas identifié de podcast qui parlerait d'éducation et a fortiori d'éducation et de numérique qui était et qui est toujours notre dada aujourd'hui. Donc il m'a invité, lui chercher un co-animateur. Vous voyez, il a besoin de moi, il avait déjà besoin de moi à l'époque. Donc il cherchait un co-animateur pour dynamiser un petit peu le programme. Et il était en contact avec, et ça va faire le lien avec Ariane, il était en contact avec une famille de podcasts qui s'appelle Nipcast en Suisse et qui produisait déjà toute une série de podcasts autour de la tech. Donc il y avait Nip Tech, il y avait Nip Life, il y avait Nip Sport, il y avait voilà, c'était la famille Nip. Et nous on se disait il y a peut-être un créneau à aller chercher autour de Nip School, Nip, bon voilà, il doit manquer quelque chose autour de l'éducation. Et du coup, on devait être, il me semble, en mai 2014. Oui, c'était notre première année à Ludovia, donc c'était 2014. Et en mai 2014, on balance un pilote, et du coup, qui a été retenu par l'équipe de Nipcast. Et nous voilà avec un épisode 0 de Nipédu, Eric.
Bien, Régis, tu veux rajouter quelque chose? Moi? Non, Régis. Ah, je Alors que j'ai croyais que... basculé, je ne sais pas si vous Ouais, m'entendez, vous on me te voit, voyez, on ça te y est? voit, on te voit tout. Oh Ouais. là là, Il est beau, j'ai hein. passé Il est beau. de la voiture au bureau en 2000. Non, non, je pense que Fabien a tout dit et peut-être que la Un petit différence. rappel sur l'auditorat, peut-être, combien d'auditeurs, puisque Charlotte a commencé à parler de chiffres, Oui, non, j'allais dire, combien d'émissions. enfin, peut-être avant. Ah oui, d'accord, en termes d'émission, non, mais en termes de positionnement par rapport à ce que disait Anne-Charlotte tout à l'heure, nous, l'idée de départ, en tout cas, c'était on parle tellement de ce qu'on aime, autant qu'on se mette autour d'un micro et qu'on en parle avec d'autres gens qui aiment ça, et c'est vraiment parti comme ça. Et en termes de chiffres, là, on est à la combienième émission, Fabien? 120. Peut-être parler de la temporalité, c'est-à-dire qu'au début, c'était bimensuel, donc on a fait 2 épisodes par mois. Parce que c'est des grosses émissions, hein, comme Charlotte disait, elle dit 3/4 d'heure. Nous, on est dans des émissions d'1 heure et quart, donc c'est vraiment costaud et c'est vraiment pour les gens qui, qui aiment ça, l'école, la pédagogie et le numérique. Et on a basculé, alors je ne sais pas au bout de combien de temps, à des émissions mensuelles. Et là, on en est à 128, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et vous êtes toujours sur un format tandem, hein, c'est toujours une co-animation, Régis, On Fabien. est 3. On 3 est maintenant. trois chroniqueurs et on a un intervenant qui fait la récré aussi. Et voilà, mais en chroniqueur habituel, on est 3. 3 co-animateurs. Ok, maintenant on va passer à Ariane, hein, qui va nous présenter un peu Pédagoscope. Merci Eric, c'est vraiment intéressant de vous entendre. Alors, moi, j'ai une démarche très différente, en ce sens que tout est parti d'un mal de mer. J'ai fait une croisière en été 2019 entre le Danemark et la Suède et j'ai eu un horrible mal de mer, ce qui fait que je ne pouvais pas lire. Le seul endroit où j'étais bien, c'était sous le pont, à écouter. Donc j'étais dans l'audio. Et puis je savais qu'à l'automne 2019, j'avais devant moi 3 mois off pour travailler à la rédaction d'un deuxième ouvrage. J'ai écrit un ouvrage en 2016 autour de la pédagogie inversée, qui est paru chez Debook, et j'avais l'intention de partir dans un deuxième ouvrage. Et je me suis dit, mais non, il faut penser avec son temps, le format, il est dépassé. Et je n'y connaissais rien en podcast, mais zéro de chez zéro. Et je me suis dit, ben voilà, plutôt que de commencer à écrire un bouquin, je vais essayer de réfléchir autour du podcast. Donc, j'ai acquis les outils, j'ai acquis le logiciel audio, aussi le webmastering, parce que j'ai fait un site internet qui va avec. Et tout ça, toute seule, en n'ayant finalement aucun soutien, aucune aide, je fais tout toute seule. J'ai lancé les premiers épisodes en décembre 2019. Donc, c'est vraiment niche enseignement supérieur. C'est vraiment que enseignement supérieur. Et je fais beaucoup jouer mon réseau national, international. Et donc, j'ai commencé en décembre 2019, un épisode par semaine. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu. Par contre, c'est un format plus court que les vôtres, c'est 15-20 minutes. Et à ce jour, je suis à 27 000 téléchargements. Donc voilà, sans grands moyens, juste avec la bonne volonté et l'idée de se dire qu'il y avait peut-être des bonnes idées à partager. Donc voilà, je pourrais peut-être parler un peu plus tard de l'étude que je suis en train de faire par rapport à ces chiffres, parce qu'il y a des enseignements intéressants que j'en retire maintenant. Il y aura des publications scientifiques là autour. Mais toujours est-il que voilà, c'est ce que disait Eric, c'est un format assez light, finalement assez facile d'accès, et puis que j'ai pu m'approprier, je dirais, honorablement. C'est pas la grande pro, mais c'est une qualité honorable. Et surtout, bah, j'ai la chance d'avoir un réseau que je peux faire jouer. Et donc, il y a un peu le bouche à oreille qui s'est mis en place, qui fait que j'ai des auditeurs fidèles. Et tous les jeudis matins, il y a un épisode qui sort à l'aurore. Et voilà, pour l'instant, je tiens le rythme. Alors, je tiens à dire que ça, c'est en plus de mes activités de conseil pédagogique et de professeur. Donc, je fais ça un petit peu, comme disait Eric, pas pour la notoriété, pas pour l'argent, je fais ça par passion, parce que je me rends compte en tant que conseillère pédagogique que la solitude de l'enseignant du supérieur, bah, c'est une réalité. Et que tout à coup, une petite voix bienveillante comme ça, avec des invités qui partagent des astuces, mais aussi des expériences, eh bien, ça apporte une forme d'accompagnement qui permet de rompre cette solitude de l'enseignant du supérieur qui est parfois en détresse pédagogique, mais qui n'ose pas trop le dire. Et là, il a des outils. Alors, parce que ce que je pourrais vous présenter par rapport à ma recherche, ça montre que les gens qui écoutent ce type de podcast, ils en retirent des éléments utiles pour leur pratique en plus. Ok, alors moi je vais rajouter ma petite couche de présentation, parce qu'en fait, nous,
on est un peu la tarte tatin du podcasting. J'explique un petit peu. C'est-à-dire que nous, en fait, donc je connaissais bien entendu Nipédu, puis on a bossé un petit peu ensemble, on a fait quelques publications sur Ludomag. Donc Ludomag produit beaucoup de vidéos, hein, d'interviews en vidéo, et notamment à l'occasion de Eidos 64. Qui devait se passer en direct cette année. En fait, je devais interviewer Didier Roy, donc que j'ai fait à distance sur Webex, parce que finalement, personne n'est venu, tout le monde est resté à distance. Et puis, lors de mon enregistrement, en fait, la qualité était exécrable. Et donc, je devais livrer ça très, très rapidement. J'ai dit, ben, OK, je vais essayer de faire un podcast. Donc j'ai fait un petit montage et j'ai sorti mon premier podcast, hein, que vous pouvez voir sur les Domags, hein, si vous faites rubrique podcast, c'est le premier. C'est Didier Roy de l'INRIA sur la robotique. Et donc du coup, j'ai dit ben, pourquoi pas continuer dans les démarches, parce que c'est effectivement avec le Covid, donc c'est à cause du Covid ou grâce au Covid qu'on a démarré un petit peu cette aventure et qu'on continuera peut-être. Donc la première série, elle va s'intéresser aux entrepreneurs et le pourquoi des entrepreneurs de la tech sur Ludomag. Et puis on s'arrêtera ou on continuera plus tard. Et donc pareil, hein, comme tout le monde, moi j'ai redécouvert que j'avais GarageBand sur mon ordinateur et au lieu de faire de la musique débile, eh ben, j'ai commencé à faire un petit montage. Grâce à Jonas, j'ai acheté un micro un peu plus gros que mon petit truc là. Puis voilà, donc on se lance là-dedans. Donc vraiment, c'est la tarte tatin du truc. Donc merci pour vos présentations, chacun et chacune. Donc on a parlé de longueur, hein. Je disais au préalable, à partir du moment où on a du contenu, on voit que chacun, bon là on a choisi, c'est un peu fait exprès parce qu'on connaît bien ce secteur, l'éducation, hein, mais on aurait pu choisir d'autres secteurs. Donc c'est tous une passion par rapport à un sujet particulier qui touche à l'éducation et au numérique. On parlait de longueur, donc on a parlé de 40 minutes, nous on fait 20 minutes, Ariane fait 15 minutes. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Est-ce que, comme on le dit dans les vidéos, est-ce que c'est pas, quand c'est trop long, eh ben, les gens se lassent et abandonnent, ou est-ce que c'est pas du tout ça? Qui peut me répondre à ce type de questions? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une réponse à ça, hein. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a les deux points de vue. C'est-à-dire que nous, c'est une vraie question qu'on a depuis longtemps, hein. On se pose souvent la question de la durée de notre format. Mais il y a les deux points de vue, c'est-à-dire que si tu te dis que de toute façon, quelque part, l'idée, c'est de s'adresser à une niche, puisque c'est des sujets de niche très précis qui s'adressent à un certain nombre de personnes, et ben quand on aime, on ne compte pas, quoi. Tu vois, vous connaissez peut-être un podcast un peu sale qui s'appelle L'apéro du Capitaine, qui est un podcast historique et qui peut durer 4 heures, quoi. Et ben, quand tu aimes bien, tu les écoutes, quoi, en 4 fois 1 heure. Voilà, nous, sur notre niche qui est malgré tout une niche, hein, école, éducation numérique et on pourrait ajouter formation et recherche. Donc, c'est une vraie quadrature du cercle. Quand on essaye de tenir dans un format qui semble un peu standard, c'est-à-dire sous l'heure, on est très frustré. Et nous, l'objectif, enfin, pas bien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est qu'on se fasse plaisir aussi et surtout. Et ça se ressent dans l'émission, enfin, on l'espère en tout cas. Et si on ne se fait pas plaisir, on ne tiendra pas. Donc, si notre plaisir, il tient dans l'heure et quart et que ça a l'air d'être notre format, en tout cas là, à 3 depuis un bon moment, eh bien, on va sans doute continuer là-dessus, sauf si effectivement, à un moment, tu te rends compte que les gens ne te suivent plus, t'écoutent plus du tout. Voilà, mais il y a une quadrature de cercle et c'est vrai qu'en ce moment, on est plus, enfin je dis on, sur le podcast et avec cette grande vague du podcast qui arrive sur des formats plus courts sur le pouce, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse, mais je veux bien les avis des autres podcasteurs pour le coup. Ok, Anne-Charlotte? Oui, moi je te rejoins, Régis. J'ajouterais juste qu'il ne faut pas faire du contenu pour du contenu. Qu'en soit la durée du podcast dépend vraiment de ce que toi et ton hôte ou tes hôtes ont à dire. Moi, j'ai des épisodes où il y a plusieurs personnes. De fait, c'est plus long parce que tu as envie de donner la place à chacun de s'exprimer. Après, si l'épisode est plus court et qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, ben voilà, je pense qu'il faut vraiment que le fond prime sur la durée et pas se limiter à un cadre. Après, c'est toujours bien d'avoir quand même une sorte de format qui se ressemble d'épisode en épisode pour pas perdre les auditeurs. Mais je pense aussi que le podcast, ça se consomme petit bout par petit bout, que c'est des tranches d'apprentissage et de réflexion dans une journée de travail. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de transport, mais moi, je sais que je fractionne souvent mes épisodes, donc pas se limiter. Et en effet, on ne gagne pas d'argent sur notre podcast. C'est pas forcément notre métier à temps plein. Donc autant que ça soit un bon moment et que on aille vraiment dans le fond des choses. On n'a pas
toujours la chance de parler 2 fois avec cette personne qui va venir à notre micro. Donc, moi, je suis plutôt partisane des formats longs, mais sans aucune. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter et faire primer le fond. Ariane? Alors, moi, j'ai un avis un peu différent. Premièrement, peut-être Tant que mieux. je me régale moins que vous dans l'art oratoire, on va dire. C'est plus un effort pour moi. Ça me coûte, j'ai plus de facilité à écrire qu'à parler en réalité. Donc, chaque fois, je dois un petit peu me conditionner. Et vraiment, l'idée du format court pour moi, bah, c'est d'être assez synthétique, d'être sur un ton sympa, mais assez synthétique avec vraiment des informations. Et donc, j'ai fait une recherche auprès des utilisateurs de mon podcast Pédagoscope. J'ai eu 330 réponses, 200 vraiment utilisables. Et j'ai posé des questions par rapport, bien sûr, aux habitudes d'écoute, au support d'écoute, au format qui était proposé. Alors, ce qu'il en ressort, c'est que le format de Pédagoscope, qui est vraiment podcast d'enseignement supérieur avec chaque fois une thématique ciblée, chaque fois un intervenant, ou alors c'est moi qui part d'un sujet dont je suis plus ou moins experte, enfin plutôt plus que moi, j'espère, mais c'est vraiment très ciblé. Et donc, le format de 15-20 minutes est considéré comme OK, voire trop long. Mais je m'explique, dans les habitudes d'écoute, ce que les personnes qui ont répondu au sondage disent, et que c'est des utilisateurs enseignants du supérieur, hein, 70% des répondants, c'était des enseignants du supérieur, 10% des leaders pédagogiques de l'enseignement supérieur. Bah, ils disaient qu'en fait, ils adoptaient une posture studieuse quand ils écoutaient. Ça veut dire que déjà, ils commençaient pas par écouter en majorité depuis le téléphone, mais plutôt depuis l'ordinateur en prenant des notes, parfois en réécoutant. Et donc, pour eux, le format plus long, ce serait trop long. C'est ce qui est ressorti par rapport à ce que moi j'ai choisi voilà, comme approche. Mais quand je vous entends, moi j'écoute beaucoup de podcasts, France Culture et tout, j'écoute des podcasts plus longs que le mien. Mais disons que moi, ça me correspond parce que voilà, quand je pose des questions à l'intervenant, bah, souvent je me réenregistre par la suite parce que je suis un peu perfectionniste. Je trouve que j'ai mal posé ma question et donc c'est aussi tout un temps de montage et je préfère quelque chose de plus synthétique. Et mes utilisateurs se sont habitués à ce format-là et je pense qu'ils l'apprécient. Ça me permet aussi, puisque c'est moins conséquent en travail de préparation, bah, de le faire sous une forme hebdomadaire. Donc voilà, et là, je vais plutôt tenter d'aller vers du plus court que vers du plus long, suite à l'étude que j'ai faite. Alors, Ariane vient de parler de calendrier de publication hebdomadaire. Est-ce que c'est le cas pour Nipédu et les podcasts d'EdTech France? Qui prend la parole? Voilà, j'y vais. Vas-y. En fait, on essaye d'être toutes les 2 semaines, de faire un épisode toutes les 2 semaines. Enfin, j'essaye. Et après, en fait, parfois, on triche un peu parce que s'il y a une journée avant, on faisait des événements dans le monde d'avant. Et on essayait de tourner plusieurs épisodes sur toute une journée, par exemple à Educatech ou à Learning Tech avec un stand podcast live qui était vraiment, vraiment chouette parce que du coup, on faisait pratiquement du plateau en fait, donc ça tournait beaucoup, c'était hyper interactif et en l'occurrence sans préparation. Et du coup, on triche un peu parce que ces événements nous permettaient d'avoir un gros volume d'épisodes à ensuite étaler dans le temps. Et dans ce cas-là, on passait à une fréquence hebdomadaire. Mais maintenant, c'est clairement toutes les 2 semaines, voire même toutes les 3 semaines. Et c'est pas bien parce qu'on n'a pas un format fixe en ce moment, donc il faut trancher. Ok. Fabien? Ouais, Maxis? Fabien, toi. Non, toi, Fabien. Le fameux coup du micro. Voilà. Non, vas-y Régis, je t'en prie et je compléterai. Non, bah, je crois que ce que je disais tout à l'heure, nous, on a trouvé nos aises dans le côté mensuel maintenant. Alors, c'est un podcast qui est bien plus préparé qu'avant, mais et pour juste un petit point sur la durée, on est trois co-animateurs, plus parfois des invités. Ça explique aussi la durée, hein. Je pense à Ariane qui disait tout à l'heure, dans son format, elle est seule et forcément c'est plus court. On voit mal écouter un podcast ou même quelqu'un faire un podcast où il parle seul pendant 1 heure et quart. Je pense que c'est atroce pour l'auditeur et pour celui qui le fait. Donc ceci explique cela. En tout cas, pour nous, on est très bavard et Fabien notamment, là, il ne le montre pas, mais il est très bavard. Donc forcément, on explose parfois le chrono. Et sur la temporalité, je pense que ça aussi, c'est. Alors, ça dépend, il y a plusieurs écoles. En ce moment, on écoute pas mal de rooms autour du podcast sur Clubhouse notamment, et j'entends tous les avis en fait. Il y en a qui disent, moi j'avais jamais entendu ça, mais qui disent par exemple, mais
on fait ce qu'on veut, on est complètement libre et c'est vrai, hein, dans la mesure où c'est pas un boulot, on fait ça pour le plaisir. On peut très bien imaginer qu'un jour tu fasses un épisode de 15 minutes, 7 jours après un autre. Mais effectivement, moi je pense que l'auditeur, il a besoin de repères. Donc si on est mensuel, voilà, on se tient. Nous, en tout cas, on essaie vraiment de s'y tenir avec rigueur de diffuser l'épisode avant la fin du mois et qu'il y ait vraiment un épisode tous les mois. Et c'est une religion de se dire qu'on va pas sauter un mois. Enfin voilà, il y a, on tient vraiment à ça, autant pour l'auditeur que pour nous, parce qu'on sait très bien, hein, une mauvaise habitude se prend très vite. On saute une fois un épisode, on voit qu'il n'y a aucune remarque, que ça manque à personne, et puis on finit par se dire, bon, bah, de temps en temps, on va sauter un épisode. Non, non, il faut. Moi, je suis plutôt adepte du donner des repères aux auditeurs et même à nous-mêmes dans la structuration du temps, quoi. Alors, tu parlais de rigueur, Régis. Hein. Je rebondis sur ta rigueur et Ariane parlait de montage, hein. Donc, en gros, la grande question, c'est de savoir, bon, ben, est-ce qu'il faut bien préparer son émission? 1 heure et demie comme ça, est-ce qu'on peut sortir de la piscine en disant, écoutez, je vais faire un podcast sur tel sujet, j'envoie la sauce et on se réunit, puis on en parle? Ou est-ce que c'est quand même des lignes d'écriture? Voilà, donc j'aurais bien aimé avoir les niveaux de pratique de chacun, hein, en avant-scène, hein. Comment prépare-t-on un podcast? Est-ce que c'est au fil de l'eau? Est-ce que c'est des lignes d'écriture? Moi, je sais que je me régale quand j'écoute Nipédu. Je me dis, mais c'est pas possible. Ces mecs-là, ils bossent comme des fous. C'est super Mais bien oui, préparé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce oui, que c'est oui. vrai? Ben là, c'est à Allez, Fabien, là. allez, Fabien, à Fabien, toi. le bosseur. Si c'est très préparé, Oui, ouais, c'est du boulot, quoi. c'est grave préparé, ouais. Ouais, 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 il y a beaucoup d'écriture en amont, beaucoup d'écriture. En aval, il y a Régis qui passe beaucoup. En fait, on est deux perfectionnistes et on est deux workaholiques. Donc chacun dans son domaine, il y en a un avec une casquette plus édito et l'autre avec une casquette plus technique. Mais du coup, On n'entend pas bien, hein. Ah ouais, 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 on t'entend loin, c'est vrai, Fabien. ok, d'accord. Voilà. Attends, je vérifie. Ça la fout mal en podcasteur. Avec un nouveau Normalement, tu as casque ton en gros plus. micro, là. Pourquoi tu n'as pas ton gros Ouais, micro? moi je comprends pas pourquoi. Alors je sais pas C'est vrai que pourquoi t'es un il peu est. faible, Fabien. Ah, Ouais. Ah, on n'entend plus Et, rien, là. et là, vous Là, on t'entend. m'entendez, là, vous m'entendez de ouf, non? Ouais, un Là, peu c'est mieux, mieux, là. ouais. Ouais. Et ouais, bah ouais, parce que j'étais pas sur le bon micro, un grand classique dont parlait justement ce matin Émilie Le Fantad, qui est l'animatrice de Mes trucs de prof. On se trompe de micro. La question, c'était quoi? Alors, je sais qu'on parlait de la préparation. Oui, c'est Oui, ça. est-ce que c'est beaucoup de préparation? Bah oui, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. C'est beaucoup. Et puis, on est tous un peu dans le même cas de figure. Ariane le disait, Anne-Charlotte le disait aussi, c'est pas notre boulot. Par contre, c'est notre passion, donc il y a beaucoup de boulot. On apprend beaucoup, hein. Nous, ça continue à être l'objectif principal en termes de développement pro et perso, c'est que c'est une source d'apprentissage intarissable. On va se coller à une thématique qu'on a envie d'explorer. Bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de volonté, on a juste une émission à produire et ça, c'est un sacré motif voilà, d'engagement dans la tâche. Donc nous, ça, voilà, on a découvert plein de personnes. On a même toi, Eric, on t'a rencontré grâce au podcast, c'est pour dire. On a rencontré plein de personnes, on a appris plein Expérience. de choses. Donc voilà, c'est du travail, mais c'est payé comme ça. Et il y a Guillaume Vendée, que vous connaissez peut-être, qui est un des co-animateurs du podcast Relife, qui disait que la production de contenu, alors c'est vrai en général, mais en particulier pour le podcast, a été un vecteur de développement professionnel pour lui aussi parce que ça l'a fait connaître. Et je pense qu'on a une aura de producteur de contenu pour le plaisir. Et moi, je sais que dans les différentes étapes qui ont jalonné mon parcours professionnel, bah, on est bien identifié par des recruteurs qui savent que vous avez une forme de passion, que vous investissez du temps et que vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc ça, déjà, ça vous présente sous un angle très particulier. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup de travail, mais qui est vraiment récompensé au centuple. En tout cas, c'est voilà, je ne compte pas les heures parce qu'il y a la passion et parce que derrière, je trouve que les bénéfices sont énormes. Moi, je comprends mieux pourquoi Régis disait qu'effectivement les émissions elles duraient très longtemps. Parce qu'effectivement, quand tu prends la parole, Fabien, c'est interminable, mais c'est super intéressant. Merci, Fabien. Anne-Charlotte, pareil, c'est des heures de préparation? Ouais, ouais, complètement, parce que moi, en plus, j'essaye de réduire au maximum le travail pour l'invité. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise dans l'improvisation, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement preneuses d'un script. Et donc, il faut pouvoir proposer les deux. Et donc, en fait, tout l'épisode est scripté avec des questions qui sont
préparer en amont, à travers beaucoup de lectures et de consommation de contenu pour que ça soit pertinent, qu'il y ait un fil rouge. Et moi, je soumets toujours les questions en amont à l'invité. Comme ça, il peut se préparer s'il en a envie. Et il peut aussi supprimer ce qui ne lui paraît pas pertinent et éventuellement rajouter. Mais en général, il y a quelques petites modifications, mais 99% du travail est fait en amont. Et même moi, ça m'aide beaucoup parce que en fait, on se perd vite dans de la conversation sinon. Et le but du podcast, c'est quand même qu'il y ait des informations concrètes qui passent. Et c'est vrai que même pour être soi-même plus à l'aise en tant qu'animateur, les heures de préparation sont extrêmement importantes. Donc, après, tout est écrit. Est-ce que tout est écrit pour Ariane également? Alors, c'est intéressant de vous entendre parce que moi, je pense que je fais quelque chose de faux. Je pense que le rythme hebdomadaire, il est trop soutenu. Ça veut dire que c'est une forme de dictature. Je suis tout le temps à la poursuite de l'épisode suivant en accomplissant mes tâches en parallèle. Ce qui veut dire qu'au niveau de la préparation, bah, j'y vais un petit peu en voltige, hein. C'est-à-dire que j'ai mon réseau, je connais les thématiques que j'aborde, je lis un petit peu, mais après, c'est un peu de l'impro sur le moment et je passe du temps après coup à monter. Donc, je me dis que peut-être là, j'ai quelque chose à changer aussi par rapport à la cadence de mes épisodes pour pouvoir mieux préparer. Mais en même temps, ce que j'apprécie aussi, puisque c'est des formats assez courts, j'ai quand même toujours un peu un set de questions que je pose, des questions en lien avec les auditeurs. Et ça a d'ailleurs été reporté dans mon enquête, enfin, dans les témoignages que les profs qui écoutaient disaient: «Ah, bah, elle pose des questions dans lesquelles on se reconnaît». Parce que j'essaie vraiment de me mettre à la place des enseignants qui pourraient écouter. Mais c'est un peu de la voltige, c'est pour ça que des fois je dois couper, réenregistrer, etc. Et c'est pour ça que certains épisodes, des fois, ils sont un peu plus longs ou un peu plus courts. Ça dépend de la volubilité de l'intervenant, mais c'est toujours gérable puisque c'est un format assez court. Mais in fine, entre le moment où je décide et le moment où je produis l'épisode de 20 minutes, c'est en tout cas 4 à 5 heures de travail. Globalement, le temps gagné en préparant, est-ce que c'est du temps gagné après avoir enregistré le podcast ou est-ce que ça demande aussi un travail de post-production, Régis? Si tu veux, le travail en amont, c'est vraiment le travail de fond sur le sujet. Enfin, tu vois, quand on reçoit un invité, on lit vraiment son bouquin de fond en comble. D'ailleurs, on choisit l'invité parce qu'on a trouvé un bouquin passionnant. Donc, on le lit, on va vraiment au fond des choses, on prépare, tu vois. Donc, ça c'est sur le fond. Après, Fabien, il disait, on est perfectionniste. Nous, on enregistre comme ce qu'on ferait là, c'est-à-dire, voilà, c'est une émission en visio. On garde que l'audio, mais on s'assure déjà que chacun enregistre sa piste en dur de son côté, tu vois, pour avoir la meilleure qualité audio possible. Donc, quand c'est nous, quand je dis nous que les animateurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle les épisodes studio, on est contre nous, donc ça c'est réglé. Après, selon l'invité, il sait le faire ou pas, et on garde un son de plus ou moins bonne qualité. Mais derrière le montage, il n'est pas tant, pratiquement pas d'ailleurs, dans le côté, on coupe des morceaux qu'on a dit, on réorganise tout ça. Non, non, c'est plus sur, tu vois, nous on ajoute un générique, on ajoute des petits jingles, on a nos chroniques habituelles. Donc c'est ce côté-là du montage. Par exemple, la récréation de Jean du podcast Papa quoi tu joues, il nous enregistre une capsule qu'on va intégrer dans l'émission après. Donc il y a tout ce montage-là, il y a vraiment l'optimisation sur le son qu'on fait maintenant de plus en plus à la source, avec des beaux micros là qu'on a autour de nous. Alors Fabien il a son casque ce soir, mais on essaie vraiment à la source maintenant. Jusque-là, on va dire qu'on travaillait sur la post-prod parce qu'on s'est lancé comme tout le monde. Je me posais d'ailleurs la question hier, Fabien, avec quoi on a commencé, à part notre petit Zoom. Je pense qu'on a enregistré, comme tu le disais, Eric, en début, avec juste notre téléphone et un micro-casque iPhone, et ça faisait l'affaire. Là, on essaie de vraiment monter en compétence à la base. Et puis derrière, c'est la partie montage. Et là, je vais donner les petits secrets de fabrication, mais vraiment, il y a un montage V0, c'est-à-dire l'émission articulée avec les jingles, etc., que je fais, soumise à Fabien, qui a l'écoute critique, et Jean-Phi, qui va faire tous les retours. Sur, ah bah là, il y a une double piste, on entend un écho, là, il y a un machin, là, ça manque d'un coup de respiration, il faut peut-être espacer un petit peu les éléments. Donc vraiment, on va jusque-là, c'est-à-dire il y a une première réécoute, un deuxième montage, et généralement même une deuxième réécoute, qu'on soit vraiment sûr qu'à la diffusion, de ce côté-là, tout soit carré. Donc, tu vois, que ce soit en amont dans le travail de préparation, le jour J où on enregistre vraiment les choses et la post-prod, le montage, la diffusion, je ne sais plus, on avait fait un calcul d'heures, Fabien, mais c'était assez effrayant. C'était assez effrayant, je crois. Ouais, on Ouais, était à 30 heures pour une émission. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est beaucoup, hein. Ouais. Mais c'est de l'investissement. Nous, on le voit comme ça parce que tu vois, les compétences de montage. C'est ce que j'adore, moi, dans le podcast. C'est que, enfin, quand on a la chance de le gérer de A à Z,
et ben, on apprend des choses dans tous les domaines, quoi. On devient une espèce de couteau suisse. Puis parfois, des gens nous appellent pour faire des trucs à Ludovia ou des choses comme ça, donc c'est intéressant. Exact. Bon, d'accord, donc on a nos réponses, hein. C'est que du boulot, hein, ça c'est sûr du boulot. Est-ce que la qualité sonore, parce qu'on parle de plus en plus donc de qualité, hein, de montage, de micro, moi je pensais que c'était pas forcément très essentiel, même s'il faut avoir une sorte de niveau de qualité, je dirais moyen, hein, du secteur, mais est-ce que effectivement, c'est quoi? C'est un gadget, la qualité sonore, ou c'est vraiment quelque chose qui est essentiel? Est-ce que, Ariane, tu as posé la question dans ton enquête sur la qualité de ce que les gens Exactement. écoutent en dehors du J'ai contenu? j'ai posé la question par rapport aux aspects techniques. Alors, comme j'ai un site internet associé, j'ai aussi posé la question par rapport à la navigation du site, hein, qui est très simple. Et en fait, moi, j'ai eu des soucis de qualité sonore, surtout au début, parce que je ne maîtrisais pas bien. Tout à coup, il y avait des différences de volume. Il y avait des fois un son un peu creux. Enfin, tout ça, j'ai un peu amélioré, mais c'est pas encore du niveau professionnel. Il faudrait que je prenne auprès de vous, les gars, là, si vous voulez bien me donner du coaching. Moi, j'aimerais bien apprendre à mieux gérer le son, parce que, comme je vous disais, j'avais aucune connaissance de ça, puis j'ai fait au petit bonheur la chance en achetant quand même un bon zoom et tout. Mais c'est vrai que les auditeurs disent être fidèles en dépit de ces variations de son, en dépit de ces aspects qui sont pas toujours extrêmement professionnels. Mais j'ai quand même le sentiment que si on n'élève pas la qualité, on risque de les perdre au passage. Même chose pour le site internet. Là, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Parce que c'est ça que ma recherche, elle a dévoilé, qui est peut-être l'enseignement le plus important me concernant. C'est que quand moi j'ai commencé à faire ce podcast, je me suis dit, bah, je vais me concentrer sur l'audio pour justement plus tout mettre à l'écrit. Et puis comment dire, ma conscience professionnelle de concert pédagogique m'a soufflé à l'oreille de quand même faire un petit pendant écrit. Alors c'est super basique, une page par épisode avec quelques points clés, quelques notes biographiques sur la personne qui est interviewée, puis des pistes pour aller plus loin. Et puis la grande surprise, ça a été de voir qu'il y avait autant de lectures, et on parle de 2 minutes de lecture par page en moyenne, c'est-à-dire 26 000 lectures pour 26 000 téléchargements. C'est-à-dire que la personne, en règle générale, une personne qui écoute, elle va lire l'article, elle va chercher le pendant écrit. Et cela, même si là aussi, il y a des pistes pour améliorer, parce que voilà. Mais en tout cas, un podcast pédagogique comme Pédagoscope, il tire sa richesse d'avoir ce pendant écrit à l'audio. Et ça, je n'avais pas mesuré avant de faire ma recherche. Tu parlais de... Ouais, Non, non, pardon. vas-y, j'allais juste ajouter que, parce qu'il y a tout le boulot dont Régis et Fabien parlaient, mais j'allais rebondir sur ce que disait Ariane en disant que l'autre petite, 2, 3 petites heures de plus, c'était l'édito, la communication écrite et la retranscription en quelque chose de synthétique de tout ce qui se dit dans l'épisode. Et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Mais je te laisse continuer, Oui, Ariane. justement, la question c'était ça. Est-ce que dans les 30 heures, par exemple, Régis, hein, je vois que tu lèves la main, est-ce que dans les 30 heures, on prend en compte la retranscription écrite, alors soit sous la forme de synthèse, soit carrément des morceaux, hein. Nous, ce qu'on fait, c'est des morceaux de l'entretien. Est-ce que ça aussi, ça prend du temps? Et quels sont les techniques utilisées? Je vais laisser parler Fabien, hein. Les notes d'émission, on n'en a pas parlé, effectivement, hyper Mm, mm. important, Fabien. Le micro. Ouais, il faut que j'active le micro, je suis toujours un peu long dessus. Là, on rejoint Ariane sur le fait que, sur la visée formative du podcast. À l'origine du podcast, il y a eu, j'étais à l'époque conseiller pédagogique, et du coup avec une grosse frustration d'être conseiller pédagogique dans un environnement institutionnel où j'avais l'impression que les collègues avaient pas forcément toujours, eux qui étaient un public contraint et captif du plan de formation institutionnel, pas toujours envie de m'écouter, alors que alors que des fois, j'avais des trucs intéressants à dire, et je me suis dit: allons voir si c'est un problème de format ou pas, de proposition». Et du coup, c'est là qu'est arrivée l'idée de Nipédu. Donc, dès le début, il y a eu une ADN, enfin, il y a eu un ADN, plutôt tourné vers la formation, et ça continue à être le cas où on a envie, comme Ariane, d'être ultra outillant, pour les collègues, même si je pense que c'est pas ce qui prime. Et du coup, on soigne énormément les notes de l'émission parce que lorsque tu parles d'une ressource, lorsque tu renvoies vers un autre podcast, lorsque tu as envie vraiment que ce soit une source d'inspiration pour les collègues.
qu'effectivement, il y a un gros soin qui est apporté sur cette documentation-là, côté Nipédu. Qui nous avait été demandé, hein, je ne sais plus comment fonctionnait au début parce que tout passe très vite, mais je sais que dans les débuts de Nipédu, très vite, c'était une remontée. C'est vous donnez plein de noms, plein de références, plein de bouquins, et il faut les mettre dans les notes de l'émission avec le timing pour qu'on retrouve l'endroit où vous en parlez, effectivement. Donc, on les soigne beaucoup et je ne vous cache pas qu'avec Fabien, que parfois, quand on doit travailler sur une thématique dans nos boulots respectifs, et ben moi, c'est un de mes éléments de recherche de documentation. Je vais refouiner dans les notes d'émission des anciennes Nipédu, me dire oh oui, mais il y a 3 ans, on avait travaillé à un truc sur la coopération, là, on avait plein de références. Et c'est là que tu te rends compte de l'importance aussi de ces notes et qui font partie des heures de travail aussi, effectivement. Mmh. Complètement. Et moi, je regardais une étude là, qui avait été faite par Apidemix pendant le confinement, qui montrait qu'il y avait une hausse de la consommation de podcasts de dingue. Je crois que c'était 45% les Français ont écouté 45% de plus de contenu audio entre fin 2020 et début 2020, mais surtout le stat intéressant, c'était que 70% d'entre eux l'écoutaient pour aller chercher des informations et dans un but d'apprentissage. Et donc en fait, c'est comme lire un livre, c'est comme regarder une vidéo, sauf que c'est de l'audio. Et du coup, ces notes sont extrêmement importantes et prennent beaucoup de temps, mais en fait, c'est ce qui reste aussi, donc c'est à ne pas négliger. Ok, donc on va passer à un sujet sur les plateformes. Est-ce que les plateformes d'hébergement, le choix de la plateforme, est-ce que travailler en solo sur son site web, aller sur Apple, sur d'autres hébergeurs, c'est important. Alors, quels sont vos conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure? Qui démarre? Ah ben Charlotte, tu es déjà à l'écran, Ouais. donc tu peux y aller. Nous, on est sur les trois. On est sur Ocha. Je ne sais jamais si on dit Ocha ou Awusha. Ocha, Apple Podcasts et Spotify, dans une volonté d'être disponible pour tous et pour tout le monde. Je n'aurais pas de recommandations particulières à faire. Je pense pas que ça soit forcément utile de développer son propre site au début. Je pense que le but, c'est que ça soit diffusable et ensuite vous vous embêtez à faire votre propre plateforme si vous avez envie. Mais les trois plateformes offrent des visuels qui sont assez bons. Et pour moi, ce qui est important surtout, c'est le relais de communication que vous faites via ces plateformes. Donc, on en reparlera, j'imagine, après, mais via les réseaux sociaux, c'est ce qui vous permet en fait d'amener le trafic sur ces trois sites. Mais j'ai pas de recommandation particulière entre les trois. Moi, je préfère Ocha, mais c'est purement personnel. Ariane? Même chose, Ocha. J'ai découvert ça un peu par hasard et je suis vraiment satisfaite. Et puis voilà, c'est ce que je préfère. Mais ça va après sur Spotify, iTunes, Google Play, je crois aussi. Donc voilà, mais Ocha. Et ben, nous, on n'est pas sur Ocha. On est à peu près partout ailleurs. Historiquement, on est sur SoundCloud, c'est-à-dire que le fichier d'origine, il est sur SoundCloud et après, c'est via ce flux RSS là qu'on est dans Apple Podcast, Spotify, Deezer, un peu partout. Et Auchan, on s'y est pas encore penché pour ne rien vous cacher. Mais par contre, ce qu'on a pu constater au fur et à mesure, là, parce que du coup, ça fait depuis 2014 qu'on fait ça, euh, il n'y a jamais eu de saut, c'est-à-dire quand on est diffusé encore en plus sur une plateforme supplémentaire, on peut se poser des questions en se disant, tiens, bah maintenant, allons sur Spotify et Deezer, je crois que ça fait 2 ans qu'on y est. Il n'y a pas eu de saut quantitatif en termes d'auditeurs, quoi. Donc là, je pense que c'est vraiment une question de com. Il y a justement Fabien qui partageait, je ne crois pas plus tard qu'il y a 3 4 jours, une infographie de Ocha qui disait qu'ils avaient fait auprès de podcasteurs que la com avait une part extrêmement importante. Et c'est là que c'est effrayant parce qu'ils disent que la plupart, en tout cas des gros podcasts, ils ont un tiers de prod pour 2 tiers de com. Et je me dis, vu la partie de prod qu'on fait, s'il faut faire le double en com, youhou, on n'est Mm. pas gagné, on n'est pas rendu, quoi. En parlant justement de promotion du podcast, est-ce que vous faites des efforts de promotion? Voilà, est-ce que c'est important? Depuis 2014, vous avez fait de la pub comment? Vous avez fait de la pub ou ça c'est le bouche à oreille? Comment ça a fonctionné? Nous, tu vois, on est des tweetos, quoi. C'est-à-dire qu'en pédago, on s'est rencontrés sur Twitter à l'époque, un petit peu avant Nipédu, un an avant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un peu de par là que c'est né. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé via ce réseau social-là. Donc, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, notre com, elle passe essentiellement par ce réseau-là. On a essayé un petit peu des choses à droite, à gauche sur Insta et ailleurs, mais il faut animer. Si on parle vraiment de communauté, on pourrait parler de ce mot aussi, quoi. Il faut animer. Nous, on est vraiment un minimum. On en sourit parfois dans l'émission en disant qu'on n'embête pas trop les gens. On met en gros un tweet de com mensuel en leur disant que l'épisode est là. On se demande même si c'est utile dans le sens où
où on sait que ben, la plupart sont abonnés, quoi. C'est leur lecteur de podcast qui diffuse. On sait vraiment ce serait un levier de progression pour nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop nous écouter là-dessus. On est vraiment un minima sur la com. Ouais. Juste, Bon, pardon, Merci. vas-y vas-y. Anne-Charlotte. Non, non, vas-y, Fabien, je te laisse compléter. Vas-y. Juste pour compléter, et puis je te laisse la parole, Anne-Charlotte. Il y a aussi, enfin, je pense qu'il faut vraiment pas fanfaronner avec ça, Régis, dans le sens où nous, il y a pas, il y a, enfin, les objectifs au-delà, et c'est ce qui a été dit, de nous faire plaisir et de diffuser un peu d'informations. Il n'y a pas d'objectif derrière. On n'est pas un podcast de marque, on n'est pas donc la stratégie de communication, elle prend effectivement le moins de place possible pour qu'on puisse se consacrer à la production de contenu de qualité. Puis bon, quand le contenu est de qualité, on espère que le marketing n'est pas trop utile. Donc c'est là où on a placé le curseur. Mhm. Pardon Anne-Charlotte. Non, non, pas du tout. J'allais rebondir sur ça, que moi aussi, j'ai toujours la crainte de spammer à la fois les membres de Tech France et à la fois nos followers sur LinkedIn et Twitter. On est une communauté qui est partie de rien et maintenant, il y a 6 000 personnes sur Twitter et 10 000 personnes sur LinkedIn. On a une newsletter aussi avec 3 000 personnes, mais on n'a jamais acheté de contenu, poussé de contenu, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment les fidèles qui nous suivent. En général, ils nous suivent parce qu'ils ont envie de nous suivre. Et donc, on diffuse via ces 3 réseaux, newsletter, Twitter et LinkedIn. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et après, un petit peu d'événementiel quand on est sur les salons, forcément, si on met en place le stand. Mais je pense qu'il faut garder en tête l'idée de communauté et rester assez humble et pas se dire que son contenu intéresse forcément tout le monde. S'il intéresse, les gens écouteront. S'ils n'intéressent pas, ils n'écouteront pas. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a des bons retours. Et du coup, on va continuer sur cette stratégie de diffusion. Ariane? Oui, alors de mon côté, comme tout dépend de moi et puis que j'avais pas envie d'investir d'argent, j'ai zéro com. Donc voilà, j'ai utilisé les réseaux sociaux. J'ai un gros réseau LinkedIn perso. J'ai 5000, plus de 5000 enfin, membres dans ma communauté. Donc je publie là, une fois par semaine. Et puis, alors ce que m'a appris ma recherche, c'est que pour moi, mon principal vecteur, c'était LinkedIn. Puis de temps en temps, je publiais dans un groupe Facebook qui s'appelle Pédagogie universitaire, qui est animé par mon ami Amoridal. Et je publiais de temps en temps là. Puis en fait, apparemment, je ne sais plus comment on appelle, il y a un nom pour ça, mais le site référent, le plus important, c'était Facebook et non pas LinkedIn. Donc maintenant, je me donne un peu plus de peine par rapport à ça. Mais bon, franchement, j'ai pas le temps, pas les moyens, j'ai zéro com. Puis c'est vraiment dommage. Des fois, je me dis, c'est nul. Mais comme Anne-Charlotte, voilà, je me dis, si le contenu est bon, peut-être que le bouche à oreille fait le reste. Et ça me fait plaisir quand tout à coup, j'ai maintenant des personnes qui postulent spontanément pour Pédagoscope, qui sont pour moi des professeurs émérites à Sherbrooke, à, à Paris ou ailleurs, parce qu'ils utilisent ça avec leurs étudiants, parce qu'ils entendent leurs collègues et veulent participer. Puis je me dis, bon, bah, c'est peut-être si eux partagent aussi, ça peut constituer un réseau. Mais je ne fais rien de proactif ou d'agressif. Je n'ai pas fait, non. Mais il y a de Bon, la marge de progression. bon, je vois qu'à peu près tout le monde a la même philosophie, mais les réseaux sociaux contribuent quand même à la diffusion du bon message et du contenu. Important. Donc avant on arrive quand même à la fin de ce petit atelier, hein, on va pas faire trop long non plus. L'avenir du podcast, à votre avis, ça passera par quoi? Est-ce que ça va toujours. Enfin, je crois que c'est Internet qui parlait de 45% de progression du podcast en un an en France. Est-ce que votre avis, donc, ça va se transformer? Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est quoi votre avis d'expérimenter? Ben, Ariane, tu es à Ouais. l'écran, vas-y. Alors j'y vais. Donc moi, c'est une question que j'ai quand même essayé de sonder là dans ma recherche. Et le 70% des personnes qui écoutent recommanderaient, le 70% écoutent sur une base régulière, le 74% met à profit. Donc ça donne quand même une idée d'une certaine forme de durabilité. Mon sentiment, c'est qu'il faut augmenter, en tout cas me concernant, le professionnalisme pour bien fidéliser les gens. Mais je pense que, et c'est sorti dans les témoignages aussi, parce que j'ai aussi fait des entretiens qualitatifs, enfin, je fais une vraie étude, hein. Et les gens sont fatigués d'être sollicités avec la vue.
et ils sont contents de finalement solliciter un autre sens que la vue, et ils ont du plaisir à redécouvrir la radio quelque part, parce que c'est la radio, mais quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent, en choisissant leur sujet. Donc moi, je pense que ça va vraiment s'inscrire dans la durée. Et je pense que cette overdose de visioconférences qu'on a tous depuis une année, eh bien, finalement, elle offre une opportunité au podcasting d'avoir un autre moyen pour continuer à se former. Parce que là aussi, j'aimerais encore juste dire ça, les personnes qui viennent écouter le podcast Pédagoscope viennent pour apprendre de nouvelles choses. Ils le disent et le redisent. Donc, il y a vraiment cette volonté d'apprendre, cette volonté de passer un bon moment avec des gens intéressants, puis en retirant quelque chose pour soi. Et je pense que ça, c'est voué à durer. Waouh. Ouais. Régis, Fabien, un petit micro. Non, non, Ouais, vas-y, Régis. il attend que je parle, je le connais tellement bien. Euh, non, non, j'ai envie d'être enthousiaste, mais il y a eu une première, enfin, il y a eu une première vague un petit peu comme ça en 2009 ou 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, moi, ça fait longtemps, comme vous, sans doute, hein, que j'écoute beaucoup de podcasts. Et il y a eu une espèce de vague en 2009-2010 où il y a même eu des tentatives de premiers podcasts basculement au modèle payant parce que tout le monde y croyait. Et puis, c'est retombé aussi sec, vraiment. Hein. Donc, 2011-2012, c'était retombé. Je pense notamment à Patrick Béja, qui reste, à ma connaissance, le seul podcasteur indépendant qui a réussi à faire cette espèce de bascule dans un modèle économique vraiment pérenne. Là, on a l'impression qu'il y a effectivement une très grosse vague, en tout cas visible dans le sens où il y a des grosses marques qui viennent sur le marché, il y a des réseaux qui se structurent autour de ça. Je ne sais pas. J'avoue que j'aurais du mal à, à, à projeter les choses, à me dire, tiens, est-ce que ça va durer? Qui va tirer son épingle du jeu? Je pense que les radios, hein, le podcast de rattrapage, c'est lui qui domine quand même le marché. Après, on sait qu'il peut y avoir ces espèces de game changers. Là, je sais que l'origine quand même de tout ça, c'est un petit peu Apple avec iTunes, hein, qui a fait l'iPod et qui a basé un petit peu son modèle sur les podcasts. Ils l'ont abandonné quelques années et là, ils ont l'air de revenir en force à proposer des nouvelles modalités. Donc peut-être que ça va changer effectivement les choses. Encore une fois, là, je parle que pour nous, je dis nous, moi, Fabien et Jean-Phi, enfin l'équipe de Nipédu de manière large. On reste dans le côté plaisir, etc. Donc de ce côté-là, voilà, on ne comptait pas euh, monnayer, on s'est toujours dit qu'on monnayerait pas. Enfin, on n'a pas ces questions-là. Donc on va dire que cette vague perdure ou pas, en tout cas, tant qu'il y a des gens qui nous écoutent et qu'on se fait plaisir avec ça, nous, on continuera, je pense. Charlotte? Je te rejoins, Régis. Après, moi, je pense quand même qu'il y a une vraie tendance de fond qui a été initiée par le confinement. En témoigne le boom de Clubhouse, même si on peut tous avoir des avis divergents sur ce nouveau réseau social 100% audio. Il y a eu une telle prise en main rapide, une telle pénétration de tous les secteurs d'activité que je pense quand même que ça montre que les mentalités ont changé vis-à-vis de l'audio. Et surtout, moi, je le vois parmi les membres de Tech France. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent sur le secteur de la formation professionnelle en étant une solution d'audio learning, donc pour former en fait des collaborateurs d'entreprise grâce à du format audio. Donc j'avoue que j'ai une vision aussi qui est un peu plus EdTech, mais je le vois de plus en plus à la fois pour fédérer une entreprise autour d'une image et une culture commune, et aussi pour faire monter les gens en compétences. Donc c'est peut-être que ça sera juste une bulle, mais en tout cas ça se ressent dans les entreprises qui se créent. Donc à voir ce que ça donne. Et a priori, ben, ça rejoint un peu ce que disait Ariane, hein, sur la volonté des gens d'apprendre et l'audio étant un bon vecteur. C'est vrai que la vidéo, alors c'est vrai que le phénomène de la vidéo on demand est aussi est important, mais effectivement, on peut faire la cuisine tout en écoutant et apprenant des choses. Ou étant dans le métro, hein. Donc nous, on n'a pas de métro chez nous en Ariège, mais effectivement, on fait la cuisine. Donc ça, c'est beaucoup plus utile que sur la vidéo. Y a-t-il des questions de la part des participants qu'on n'aurait pas abordées avant qu'on puisse clôturer cet atelier? Est-ce qu'on a oublié des sujets? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Donc, soit vous utilisez le chat, soit vous posez directement la question, parce on est que 12, donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'encombrement. Donc là, il y a une belle main levée, enfin, du moins un pouce. C'est OK. Non, il n'y a pas de question. Moi, pour faire une petite synthèse, hein, déjà, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce petit atelier.
la question on pourrait faire une synthèse sur les grandes règles de réussite, hein, si parmi les participants, des gens voulaient se lancer dans l'aventure, qui était quand même le sujet de l'atelier, pourquoi se lancer et comment se lancer dans le podcasting, les 3 grandes règles que vous retiendrez pour pouvoir réussir ou s'éclater, hein, comme dit Régis souvent, oui, on s'éclate, tout ce qui est important, on se fait plaisir en fait. Voilà, donc c'est quoi les grandes règles pour vous? Anne-Charlotte, tu es à l'écran, Ouais. Oui, oui, du moins pour je ne moi. sais pas. Je dirais règle numéro 1, faire un contenu qui nous passionne suffisamment pour s'y tenir dans le temps et dans le travail que ça demande. De 2, ne pas faire un contenu qui ne plaise qu'à soi, donc se poser la question de si le contenu a une vraie valeur pédagogique pour les autres. Et de 3, ne pas hésiter à se faire accompagner. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu l'envie de la débrouille, on se dit qu'on va réussir à tout faire un peu tout seul, etc. Mais ça peut vite devenir un peu lourd. Donc, si vous avez des amis ou des prestats ou des choses qui peuvent vous soutenir, même sur des petits points bloquants qui pourraient vous décourager, bah, pas hésiter parce que ça serait dommage d'abandonner pour juste quelque chose qu'on ne sait pas résoudre tout seul. Donc, pas hésiter à demander de l'aide. Ok, non, pas hésiter à demander de l'aide. Je n'avais pas bien entendu, je pense qu'on a des problèmes de connexion, alors c'est moi. Oups. Régis? Non, moi, tout ce que dit Anne-Charlotte me va très bien, effectivement. Euh, parler de quelque chose qu'on aime vraiment, et j'ai envie de dire, oui, elle l'a dit, mais je dirais même au-delà il y a forcément quelqu'un qui va aimer ça. Si t'aimes le tricot, que tu as envie de parler de tricot, et ben, tu vas trouver ta petite communauté. Non, mais c'est vrai, ta petite communauté de tricot qui va te. Voilà, c'est cette idée-là. Et je me poserai pas trop la question, en tout cas, si je devais me lancer, de pas tomber dans la geekerie et se dire effectivement. Quel micro, quel enregistrement, etc. Il y a un podcast que j'ai adoré qui existe plus, qui était fait par Navo, Bruno Muncho, vous connaissez peut-être, qui écrit toutes les vannes avec Kian Kojandi, qui avait lancé un truc juste avec son iPhone, il se baladait, il appelait ça marcher parler, tout simplement marcher parler. Et il parlait d'un sujet. Et le son n'était pas hyper génial. Par contre, c'était passionnant, quoi. Le mec avait des trucs à dire. Donc j'ai envie de dire, si vous avez des trucs à dire, bah, il faut juste se lancer et essayer, quoi. Donc moi, j'irai pas plus loin que ça, en tout cas, pour commencer. Ok, très bien, tu vas rajouter quelque chose? Non, Oui, parce bien que sûr. c'est rigolo parce que je rejoignais complètement Anne-Charlotte, je les avais pas dans le même ordre. Et sur quand Anne-Charlotte dit se faire aider et que Régis dit le son n'est pas important, je fais la synthèse des deux en disant que, enfin la synthèse, je pense que le son est très important. Donc je l'ajouterais dans le tiercé gagnant parce que à moins d'avoir, vraiment un public, qui vient chercher, qui vient je pense forcément à Ariane, à toi, parce que je me souviens des premières émissions que j'ai écoutées, où moi j'avais un réel intérêt, à écouter Pédagoscope parce que, j'allais à la recherche d'informations. Donc je faisais abstraction du son, mais si on a envie d'avoir un public plus large, je pense qu'aujourd'hui l'offre pléthorique fait que il y a une espèce de couperet autour de la qualité sonore. Donc, je continue à dire que le son est une dimension importante si on a envie d'élargir son public. Je reviendrai vers toi, Fabien. Ariane? Ouais. Oui, bah moi je rejoins Anne-Charlotte pour tout ce qu'elle a dit. Alors, peut-être encore 3 mots. Bah, peut-être l'humilité, voilà, parce que on doit être humble quand on n'a pas la science infuse, et je pense que c'est important d'être humble, d'avoir un ton bienveillant, de pas être donneur de leçons non plus, et puis de pas viser la perfection, parce que sinon c'est une souffrance. Parce que quand on s'écoute, moi je déteste m'écouter, voilà. Mais pour dire, parce que je sais pas, on n'est pas, enfin je suis pas une journaliste professionnelle d'audio, mais je le fais avec mon cœur et je pense que c'est pour ça que ça passe. Et j'essaye vraiment de le faire pour que la personne qui écoute, qui a envie d'écouter, elle en retire quelque chose de plus. C'est vraiment, chaque fois je me dis, mais qu'est-ce que la personne qui va écouter va apprendre en plus aujourd'hui? Quel est l'élément? C'est vraiment de cristalliser là au-dessus, enfin là autour, avant l'épisode. Puis je pense que voilà, ça peut aider. Bien, merci à tous. Alors, il commence à y avoir quelques petites questions. Alors, tout à l'heure, il y a une question, c'est est-ce que le podcast est un format d'émission de radio, mais pas en live?
C'est un peu ça, hein. En gros, c'est une rediffusion ou une diffusion en différé, hein, à télécharger ou à écouter en streaming. Donc ça, on avait dit un petit peu au préalable sur la présentation, qui sera disponible dans MyConnect. J'utilise Spotify, Downcast et les applis de Radio France pour la radio de rattrapage. Alors, Ouais, c'est un ça fait réponse à la question au-dessus, je crois, Eric, de quelqu'un qui demande quel lecteur de C'est podcast ça. conseiller. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, voilà. Écoutez, il est 19h, enfin 18h06 en France, 19h chez nous. Je vous remercie à tous, hein, et à toutes d'avoir participé à ce podcast. Normalement, si tout va bien, Jonas a pensé à appuyer sur le bouton enregistrer de cette petite émission en direct. Comme ça, les gens qui n'ont pas pu venir, parce que je sais qu'il y avait 25 participants, donc là, tout le monde ne s'est pas connecté, pourra réécouter tout ça. Et si vous avez le temps, je demande à Jonas de nous créer un podcast à partir de cet entretien. On verra ce que ça donne. Pourquoi pas, ça sera un bon challenge. Voilà, merci à tous Merci et beaucoup. je vous souhaite Merci une bonne beaucoup. soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bye Bonne bye, invitation. merci. Bye bye. Merci. Merci Eric. Au revoir. Ciao à tous. Normalement, Jonas